François Mauvais, vous êtes président de l'association Cantine Responsable. Est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il vous plaît, cette association et son objet? Alors, Cantine Responsable est une jeune association qui a 2 ans d'existence et depuis ma jeune retraite il y a 6 mois, j'en suis devenu président. Cette association est dédiée au service public de restauration collective, que je mets au pluriel, et elle a pour objectif de rassembler l'ensemble des acteurs de la restauration collective pour faire la promotion de ce service public, comme d'autres services publics, les services publics de l'eau, de l'assainissement, des déchets, et de réfléchir ensemble sur les actions que la restauration collective peut mettre en œuvre pour être valorisée, d'une part, assurer son rôle social et promouvoir le service public de restauration collective. À ce titre, elle souhaite mettre en œuvre 3 chantiers importants. Celui de l'éducation alimentaire, celui de la formation des personnels, qu'ils soient d'ailleurs gérés de façon publique ou de façon privée, et bien évidemment, au terme de la loi Egalim, mettre en œuvre des approvisionnements vertueux, ce qui est un peu compliqué. Et justement, pour aider les collectivités territoriales, les autorités organisatrices chargées de ces services publics, nous proposons de leur prêter assistance et de leur donner des conseils pour élaborer un diagnostic, un état des lieux de leur restauration collective. Donc, vous assurez cet accompagnement auprès des collectivités et l'expérience que vous avez derrière vous vous a permis de recueillir et de collecter un certain nombre de remarques et d'enseignements globaux. Et vous les avez rassemblés dans une présentation que vous avez travaillée en lien avec l'autre cuisine Voilà. et défis et controverses de la restauration collective. Donc, c'est dans le cadre, effectivement, des conseils et des assistances qu'on est appelé à apporter aux collectivités territoriales, aux autorités organisatrices, comme je disais, qu'on a essayé de mettre par écrit certains prérequis qui nous paraissent essentiels avant qu'un élu, un jeune élu par exemple, se lance dans une révolution de son service de restauration collective. Et donc, il y a des constantes sur lesquelles on attire leur attention. Je vais vous proposer déjà la première diapositive, si elle veut bien venir. Voilà. Faire un diagnostic territorial, ça c'est les démarches territoriales classiques que beaucoup de territoires lancent aujourd'hui, c'est d'analyser ce qui existe en matière de production agricole, de transformation agroalimentaire, et les modes de distribution, ce qui est consommé sur ce territoire. Et donc, cette analyse-là nous paraît essentielle à mener. Bien évidemment, il faut regarder en même temps, en simultané, ce qui vient d'autre part que du territoire, et ce qui est donc produit, transformé, distribué et mis à disposition sur le territoire, et ce qu'il en sort, et en particulier les exportations hors du territoire. Et elles sont nombreuses. Beaucoup d'éléments existent pour mener ce diagnostic en matière de production agricole, en matière de transformation agroalimentaire et en matière de distribution. Mais cet état des lieux nous paraît essentiel. Bien évidemment, faire un focus sur les restaurations hors foyer, dans lesquelles on met les restaurations commerciales et les restaurations collectives, pour savoir comment ces restaurations s'approvisionnent sur le territoire, si tant est qu'elles s'approvisionnent sur le territoire, et hors du territoire. Le total à peu près des approvisionnements de ces 2 types de restauration hors foyer est de l'ordre de 15-20% maximum sur des territoires. Et donc, il faut déjà avoir à l'esprit que la restauration foyer est finalement non pas du tout la prédominance des approvisionnements en matière alimentaire sur des territoires. Et il est intéressant de savoir dans quelle proportion la restauration collective impacte la chaîne alimentaire du territoire. Sur la restauration scolaire, qui effectivement est
la principale arme que l'élu local a pour faire bouger les lignes en matière de politique de l'alimentation, il est essentiel d'avoir à l'esprit au départ que la restauration scolaire ne fonctionne qu'au mieux 170 jours par an, c'est-à-dire à mi-temps, et en plus ne fonctionne que pour un seul repas jour. Alors effectivement, il y a d'autres restaurations comme celle des maisons de retraite et des hôpitaux sur le territoire, mais déjà sur les aspects uniquement restauration scolaire, finalement, quel est le coût, quel est l'impact économique d'une gestion partielle sur l'année. Et donc, il est essentiel d'avoir à l'esprit, évidemment, le nombre de repas servis dans l'année, et puis quel type de gestion technique, administrative, nous voulons, l'élu veut, pour sa restauration scolaire. Les questions que l'élu, que l'autorité organisatrice doit se poser, c'est effectivement la gestion technique. Et là, c'est simplement une liste des typologies de gestion technique qui existent. Évidemment, une cuisine sur place, cuisine centrale, liaison chaude, liaison froide, avec toutes les questions qu'il y a derrière. Et puis analyser effectivement le mode de gestion, la gestion directe, elle peut être partielle ou totale, c'est-à-dire qu'en fait, les fonctionnaires territoriaux vont assurer le service de restauration intégralement ou partiellement, et puis la gestion déléguée qui est concédée à une entreprise dont c'est la fonction. Ces deux types de gestion se partagent à peu près équitablement sur l'ensemble du territoire, un peu moins dans le domaine scolaire, où la gestion directe est prédominante. Le point essentiel sur lequel on a tendance à mettre en place nos conseils et notre assistance, c'est sur la gestion du personnel de restauration. Et en particulier, le statut du personnel, avec une approche de ces différents statuts. Est-ce que ce sont des titulaires, des vacataires, des temporaires? Quelles sont leurs compétences? Surtout au moment où on veut mettre en œuvre une démarche un peu nouvelle en matière d'alimentation durable, et quelles sont donc les compétences qu'il faut leur ajouter, ou les compétences qui seront difficiles à obtenir sur le territoire, et à ce moment-là, des compétences à externaliser. Cette analyse-là est essentielle, la charge de personnel dans les services de restauration étant de l'ordre de 60-65%. Et donc, c'est de très loin le poste de dépense le plus important. Ensuite, comme dans tout service public, une analyse assez fine des coûts actuels du service. L'amortissement des investissements. Quel est le patrimoine du service? Qu'est-ce qui est propriété de l'autorité organisatrice? Quelles sont ses charges de fonctionnement courant, hors charges de personnel? Évidemment, isoler les charges de personnel dont on vient de parler. Et enfin, le coût des approvisionnements alimentaires. Les approvisionnements alimentaires en restauration collective sont rarement supérieurs à 20%, même quand on veut mettre une assiette de qualité. Ces charges sont à calculer à deux niveaux, bien évidemment en valeur brute, qu'est-ce que ça coûte globalement, et puis il faut le rapporter au nombre de repas servis à l'année pour avoir une idée de ratio qui permettent d'informer l'autorité organisatrice. Et puis derrière, effectivement, enfin, l'analyse des marges de manœuvre, de quoi l'élu dispose pour aller plus avant et faire entrer sa restauration collective vers une performance du service. En matière de nouveaux investissements, qu'est-ce que je dois construire à terme? Est-ce que ce sera une cuisine centrale, des cuisines sur place? Quels sont en conséquence les impacts logistiques qui sont non négligeables en mi-rural et non négligeables en périurbain, voire en ville? Quelle nouvelle organisation, si tant est que l'organisation actuelle ne soit pas satisfaisante? Quelle nouvelle gestion? Est-ce que je reste en gestion directe? Est-ce que je repasse en gestion directe? Est-ce que j'externalise? Est-ce que je joue la délégation de service public? Évidemment, d'avoir un focus sur la lutte contre les pertes et les gaspillages à chaque stade, production de repas, services, retour plateau. Et enfin, la lutte contre la précarité avec
un éventuel nouveau service, mais là le territoire doit se poser cette question, et en tout cas les élus du territoire doivent se poser cette question, est-ce qu'un nouveau service de la restauration collective ne serait pas pertinent vis-à-vis des plus précaires? Voilà toutes ces questions que nous pouvons, sur lesquelles nous pouvons aider les collectivités territoriales, les autorités organisatrices, à avoir un regard objectif pour leur permettre d'aller plus avant, pour améliorer leur service de restauration collective. Merci. Merci François, et nous attendons donc avec impatience de pouvoir échanger directement avec vous jeudi 26 novembre et pouvoir vous poser les questions en direct. Je vous remercie.